DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus sur une question sur laquelle nous travaillons au quotidien et à laquelle nous accordons toute l'attention qu'il faut. Nous allons parler du climat, de la forêt, parce que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution, donc un pays qui est réputé et connu mondialement pour ses forêts, mais aussi pour son énorme patrimoine. Et comme vous le savez, à la suite du remaniement intervenu il y a quelques mois, la Madame Marie Nyangue à ma droite a été choisie pour diriger ces ministères importants pour la République démocratique du Congo. Bonsoir Madame la Ministre, vous êtes ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Marie Nyangue Ndambo est professeure des universités, PhD en sciences forestières obtenue à l'Université de Laval au Canada, où elle est chercheuse encore, et un doctorat en sciences économiques, option économie rurale et développement. Vous enseignez donc à l'Université de Kinshasa, mais aussi à l'Université protestante au Congo. On va faire l'économie de votre expertise, mais vous avez passé votre vie dans le domaine de la gestion des forêts et du climat. Et depuis que vous êtes arrivé à la tête de ces ministères, vous apportez votre touche. Et donc ce soir, nous voulons faire un focus sur les départements qui est le vôtre, les préparatifs du rendez-vous annuel du climat, la COP, mais aussi la semaine congolaise du climat, pour montrer comment on combine toutes les initiatives. Mais pour commencer, parce que c'est la première fois que nous vous accueillons sur ces plateaux de redevabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos axes prioritaires sur lesquels vous travaillez depuis votre nomination? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et Communication. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis que je puisse accéder à ces fonctions. Je lui témoigne aujourd'hui toute ma gratitude. Je voudrais ici saisir vraiment cette opportunité pour dire un grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait confiance à ma modeste personne. Et ici, je voudrais également témoigner ma gratitude à son Excellence Madame Soumina Toulouka Jidit pour m'avoir accepté de faire partie de son équipe. Merci, Excellence. Voilà, merci beaucoup, Madame Marie Nyangue. Dites-nous alors, depuis votre prise de fonction, quels sont les axes stratégiques sur lesquels vous travaillez? Je suis arrivée à la tête de ce ministère depuis le 7 août, suite à l'ordonnance présidentielle, et j'ai trouvé les programmes du gouvernement dans son volet environnement, développement durable et la nouvelle économie du climat. Naturellement, comme c'était le deuxième gouvernement de la première ministre Judith Touminois, j'étais obligée de suivre déjà l'as tracé par les programmes du gouvernement. Mais après analyse, j'ai trouvé qu'il fallait ajouter des éléments importants qui devaient renforcer les réformes déjà enclenchées, mais en même temps mettre l'accent sur les éléments qui devaient permettre à la République de tirer le maximum de revenus dans le cadre de marché carbone et surtout travailler pour que les communautés locales et les populations autochtones tirent le maximum de revenus pour améliorer leurs conditions, étant donné que ces dernières sont les gardiennes de ces forêts. Et dans ce cadre-là, donc, notre action porte
sur les forêts, c'est-à-dire diminuer au maximum la déforestation, travailler pour améliorer les couverts forestiers, mais en même temps travailler pour que les pays bénéficient des revenus dus au fait qu'il est l'acteur principal aujourd'hui de l'équilibre climatique. Et donc nous travaillons sur les 3 axes-là principaux. Voilà, donc on sait aussi qu'il y a le président de la République a lancé l'idée il y a quelques semaines, en tout cas il a eu l'occasion de les présenter dans des grandes conférences internationales, le couloir vers Kivu-Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement pour les Congolais qui entendent mais qui ne connaissent pas encore ce que ce projet représente en termes d'opportunités à la fois pour les Congolais mais aussi pour le partenaire international? C'est vraiment une initiative visionnaire du président de la République qui a voulu pour la première fois à travers le monde, c'est la première fois qu'on va avoir une aire protégée communautaire. Ça signifie quoi une aire protégée communautaire? Ça signifie que vous travaillez pour la conservation de la biodiversité, la protection de la forêt, mais en même temps vous travaillez pour la promotion de l'économie verte, c'est-à-dire l'économie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, et vous travaillez également et surtout pour les communautés dépendantes des forêts, qui sont composées de communautés locales, que nous appelons communautés locales, et des peuples autochtones. Donc, c'est une initiative louable. Et chaque jour, depuis que je suis là, dans mon bureau, je reçois les partenaires stratégiques qui tiennent à matérialiser, à accompagner le président de la République dans la matérialisation de cette vision. Et nous sommes en train de travailler pour que très bientôt qu'on ait une grande activité qui va se pencher sur les actions que nous allons mettre en œuvre pour matérialiser cette grande vision du président de la République. Et donc, ici, je voudrais donner la petite différence qu'il y a entre une aire protégée que nous avons connue dans ces pays, et en passant, j'ai dit, ces pays comptent 78 aires protégées. C'est énorme, ça constitue presque 15% du territoire national. Madame la ministre, vous parlez peut-être à des personnes qui ne sont pas aussi informées que vous en matière. Donc, lorsque vous dites aire protégée, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par aire protégée? Aire protégée, c'est un espace où on conserve la biodiversité. En simple, c'est ça. Où on dit, naturellement, sur cet espace, Dieu a mis faune et flore, donc les arbres et les animaux, ajouter à cela toutes les autres espèces comme les oiseaux, les reptiles, et les fourmis, parce que tout ça est important pour garder la biodiversité. Et donc, l'espace, cet espace-là, on dit, on ne la touche pas, on la conserve. C'est-à-dire, quand vous dites on ne la touche pas, on ne fait pas d'agriculture, on la garde à l'état naturel. On la garde à l'état naturel. Mais on peut faire des activités à la périphérie de ces espaces-là. Et donc, maintenant, le président de la République a lancé les couloirs vers Kivu-Kinshasa. Alors, il faut nous dire, ces couloirs, ils partent d'où? Nous avons vu un peu dans la carte. Ils partent d'où? Combien de provinces ça traverse pour arriver à Kinshasa? Comme ça, on peut avoir une idée de la superficie que la RDC choisit de dédier pour des activités de protection de l'environnement. Ces couloirs constitués de plus de 500 000 km² partent du nord du Virunga, donc dans le nord Kivu, ça traverse le sud Kivu, ça vient jusqu'à Kisangani, ça prend une partie de l'Ituri, et ça descend à Kisangani
et jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est un espace où vous avez plus de 200 km² de forêts naturelles, donc des forêts primaires, donc des forêts qui n'ont pas encore connu l'activité humaine poussée, à part peut-être les produits forestiers non lignés, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans la forêt pour ramasser les chenilles, pour ramasser les fruits de la forêt ou couper l'écorce pour les produits médicaux. Mais on n'a pas connu l'exploitation forestière, on n'a pas connu l'agriculture. Et donc, c'est des forêts qui sont vraiment primaires, plus de 200 000 km². Et de ces forêts, il y a plus de 100 000 km² qui n'ont pas encore été touchés, donc des forêts vraiment intactes. C'est rare au monde. Même dans les pays qui se disent forestiers, cette potentialité-là, on la trouve qu'au Congo. Et donc le président de la République, sachant que nous sommes un pays solution, mais en même temps conscient de la vulnérabilité, de la pauvreté de nos communautés rurales, je vous dis en passant qu'à travers le monde, les études ont montré que les communautés qui vivent dans la forêt sont les plus pauvres. Et donc, conscient de cette réalité, le président de la République a estimé qu'on va avoir pour la première fois dans cet espace l'activité économique qui permettra d'améliorer le social, parce qu'il n'y a pas de social sans économie. L'activité économique va se faire, mais en veillant sur la protection de la biodiversité. C'est une première. C'est pourquoi on l'appelle l'aire protégée communautaire. Tout à fait. Oui. Alors, parce que nous parlions de forêt, et je sais que parmi les initiatives que vous avez lancées, il y a cette initiative que vous appelez la forêt, c'est nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en liminaire? La forêt, c'est nous, est partie du constat. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai fait un état des lieux avec l'administration, en commençant par le numéro 1 de l'administration, qui est le secrétaire général, avec les directeurs généraux, avec quelques directeurs, avec les structures sous ma tutelle, qu'on appelle des fonds, des établissements publics, et avec des partenaires qui apportent beaucoup à la République dans ce secteur. Il y en a nombreux, mais je me suis rendu compte que sur terrain, le résultat est mitigé. Le résultat est mitigé sur les deux plans, sur la forêt et sur les communautés dépendantes des forêts. Alors, j'ai constaté également que les partenaires qui arrivent, chacun intervient à sa manière. Je me suis dit, il faut doter l'État d'un leadership dans ces domaines. Et pour doter l'État d'un leadership dans ces domaines, il fallait concevoir un programme tenant compte des réalités de chaque forêt de la RDC. Nous avons des forêts, mais ces forêts-là sont différentes aussi. Les Congolais doivent savoir apprendre de leur pays. Donc, ces forêts-là sont différentes et elles ont des problèmes aussi différents. J'ai conçu, avec l'aide des ingénieurs forestiers de notre pays, qui sont d'ailleurs dans une association des ingénieurs forestiers, nous avons préparé, pour la plupart, c'est des étudiants à qui j'ai donné cours, à la faculté des sciences agronomiques, au département de gestion des ressources naturelles. Donc, j'ai conçu ce programme-là pour doter la République d'un leadership dans ces domaines. Ça signifie quoi? Ça signifie que désormais, lorsqu'un partenaire arrive et qu'il veut travailler dans la foresterie au Congo, nous allons dire, voilà les priorités pour les pays. Par exemple,
nous pouvons dire, si vous voulez travailler au Congo, nous avons un sérieux problème avec les mangroves au Congo central, à Mwanda. Les mangroves, c'est un écosystème qui est rare et unique parce que c'est un écosystème qui permet la reproduction de certaines espèces de poissons. Et donc la détérioration du mangrove nous fait perdre non seulement cette forêt-là, mais également les poissons. Parce qu'il y a des poissons qui ne vont couver que là-bas. Et donc on peut dire que c'est une grande priorité pour nous. Vous allez vous attaquer à cette forêt, à cet espace-là, allez-y là-bas. Nous pourrions également dire, toujours dans le Congo central, la forêt du Mayombe, qui s'étend de la RDC jusqu'au Gabon, qu'on appelle toujours Mayombe. Et cette forêt a été sauvagement exploitée, du fait pour elle d'être à côté du port de Bouma. Et donc aujourd'hui, il reste un petit noyau constitué de la réserve de la biosphère de Luki et une petite forêt qui s'étend vers Tchela, Madouda. Et donc, il est très important de reconstituer cette forêt. Et les ingénieurs forestiers sont là, ils sont capables d'assister la régénération de cette partie de la forêt qui est dégradée. Ainsi de suite. Quand vous allez dans les zones vers l'est du pays, avec les éboulements, les glissements de terre, nous avons perdu des étendues de terre. Quand vous allez au Katanga, il y a l'exploitation minière qui a dévasté nos terres. Donc, ce programme qui est national, mais qui tient compte de nos 147 territoires, 145 territoires. 145 territoires adresse des solutions à chacun de nos territoires, à chacune de nos forêts. Parce qu'il y a plusieurs types de forêts, justement. Oui. J'espère que nous aurons assez d'informations, parce qu'y compris nous tous, nous avons toujours un rapport à la nature. Il est important que nous sachions distinguer les types de forêts dans nos milieux respectifs et adopter les comportements qu'il faut pour en assurer la protection et pour que ces forêts rendent les services qu'il faut à la nation. Mais on n'aura peut-être pas le temps d'aller dans tout le détail. Mais avant que le journaliste n'intervienne, Madame la Ministre, lundi, vous lancez la semaine nationale du climat. Nous savons tous qu'il y a le grand rendez-vous, je pense, de novembre à Belém au Brésil, où les dirigeants du monde entier vont se retrouver dans le cadre de la conférence qu'on appelle COP 30, ce sera la COP 30. Et durant cette semaine, qu'est-ce qui est prévu durant ces jours par rapport à la participation de la RDC à la COP 30? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même terminer la précédente. Je voudrais ici insister sur le fait que la forêt, c'est nous, essaye de valoriser les ingénieurs forestiers de la RDC. Quand je suis arrivée, parallèlement à l'élaboration de ces programmes, j'ai constitué un répertoire des ingénieurs forestiers. Et j'en ai dénombré plus de 900. Je les ai cartographiés sur l'ensemble de la République pour voir dans chaque territoire combien d'ingénieurs forestiers il y a. Parce que demain, quand nous allons commencer l'action, il faut que ces ingénieurs accompagnent cette action de restauration de nos forêts, parce que si nous voulons rester leaders dans les domaines du climat, il faut que nous préservions nos forêts. Et ça demande un travail permanent des forêts. Alors, la semaine du climat, ça va être la première semaine congolaise du climat. Qu'est-ce que nous voulons faire au cours de cette activité-là? Aujourd'hui, à travers le monde, les questions de la forêt, les questions de l'environnement, les questions du climat sont des questions participatives. Public, privé, société civile travaillent ensemble pour construire des solutions. Et donc, nous ne pouvons pas aller à Belém sans les dialogues,
la concertation entre les parties prenantes. C'est ça l'objectif premier de cette activité-là. Parce que quand je suis arrivée au ministère, j'ai eu des reproches légitimes par ailleurs des acteurs, des parties prenantes qui reprochaient à l'État de ne pas mettre l'accent sur leur contribution sur la feuille de route à la COP. Alors, il fallait rapidement organiser cette activité pour que les acteurs de ces domaines puissent ensemble échanger sur les grands agendas internationaux auxquels le pays a souscrit, voir qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici de l'accord de Paris, de la Convention sur la biodiversité, etc. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis? Comment nous allons faire pour relever ces défis-là? En même temps, ça va être un cadre pour fixer les idées, la compréhension sur les concepts clés de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle économie du climat. Il est très important que les différents acteurs comprennent l'économie du climat, c'est quoi? De sorte que chacun dans son domaine, là où il intervient, puisse savoir que faire. Aussi, il est important aujourd'hui de dire aux différents acteurs comment nous devons cheminer ensemble. Il n'est pas bon pour un pays grand comme nous, comme le nôtre, qui est leader dans ces domaines, d'aller en ordre dispersé. Il est important d'avoir une feuille de route qui est nationale, de sorte que les participants à la COP, partout où ils seront, puissent apporter les mêmes discours, de manière à ce que nos interlocuteurs, parce que la COP réunit le monde entier, qu'on sente que réellement nous sommes un pays solution et que nous sommes capables de parler un seul langage. C'est très important pour le sérieux de notre mission, pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre pour les éléments que vous nous avez apportés pour la partie introductive de cet exercice de redevabilité qui est assez technique parce qu'on parle d'environnement avec des termes consacrés. Et donc ce soir, je vais demander aux professionnels des médias qui vont poser des questions d'être un peu plus focus sur le sujet pour qu'on soit en mesure d'avoir les éléments qu'il faut à la fois sur la semaine congolaise du climat, sur le couloir Kivu-Kinshasa, couloir vers Kivu-Kinshasa ou encore sur tout ce que nous faisons comme mécanisme de compensation pour les forêts qui sont détruites et comment on les répare à travers l'initiative des forêts c'est nous. On va commencer la série des questions avec Monsieur Pichu Munumba et puis ce sera Madame Christiane Ekambo. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Madame la Ministre, vous annoncez aujourd'hui un nouveau programme, La forêt, c'est nous. Vous dites que c'est pour doter l'État d'un leadership dans ces domaines, ce qui est très bien. Mais alors, quelle évaluation faites-vous des précédents programmes, notamment 1 milliard d'arbres, et quelle sera la particularité de La forêt, c'est nous? Allez-y, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Le programme 1 milliard d'arbres était l'initiative du président de la République. Il s'est réalisé, il y a des résultats. Maintenant, présentement, mes équipes sont sur terrain pour évaluer ce programme, combien d'hectares on a planté, comment faire le suivi, parce que les arbres sont, entre guillemets, comme des êtres. Il faut les suivre, il faut les entretenir. Oui, oui. Il faut les suivre, il faut les entretenir, il faut les soigner parce que les arbres tombent malades aussi. Donc, il y a des équipes qui y travaillent et bientôt, là, nous allons avoir les rapports. On pourra avoir l'occasion prochainement d'en parler. Mais ici,
la différence avec le programme 1 milliard d'arbres, ce programme, la forêt c'est nous, vient compléter le premier programme 1 milliard d'arbres. Il vient aider l'État à avoir un cadre de coordination, de monitoring pour suivre ce qui se fait sur le terrain de manière à s'assurer vraiment des résultats escomptés. Et donc c'est complémentaire, je peux dire. Donc ce programme va dans la continuité, mais il amène un élément qui apporte la valeur ajoutée, c'est la coordination et le leadership que l'État va assurer dans les domaines de la foresterie et de l'environnement. Voilà. On en apprend beaucoup, hein. Les arbres sont comme des êtres humains qu'il faut savoir entretenir. Donc, dans notre environnement, il faut qu'on y fasse attention. On va prendre les questions de Madame Christiane Ekambo. Merci, Excellence, pour m'avoir accordé la parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement. Madame, vous avez assez parlé de l'intérêt que vous accordez aux communautés locales et surtout le respect aussi de la biodiversité avec l'instauration des aires protégées. Mais vous n'avez pas parlé de cette partie qui vous concerne, d'ailleurs qu'on a ajouté dans la dénomination de votre ministère, l'économie, la nouvelle économie du climat. On a toujours dit que la RDC est un pays solution. Vous avez la mobilisation de recettes dans votre secteur et quelle est aujourd'hui votre politique pour cette mobilisation de recettes et des financements du climat, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Allez-y, Madame la ministre. Merci, Madame Christiane. Je vais commencer par la définition de l'économie du climat. Aujourd'hui, vous savez tous que les forêts sont à ce jour l'unique solution au problème du changement climatique. Et de ce fait, il s'est créé un marché qu'on appelle marché carbone. Donc, le fait de capter les gaz à effet de serre, disons de séquestrer les gaz à effet de serre, vous donne droit à un paiement. Et on part du principe de celui qui pollue paye. Alors, il y a tout un marché qui est en train de se mettre en place. Et le président de la République, ayant compris cela, il a mis en place l'AREMCA, qui signifie l'autorité de régulation des marchés carbone au Congo. Et cette structure va travailler pour réguler ces marchés-là, de sorte que personne n'aille jouir de nos forêts à notre dépens. Et dans l'économie du climat, il y a des fonds à travers le monde qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller capter. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont battu leurs recherches technologiques sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, il y a la technologie qui permet, par exemple, de vous dire, dans cette forêt-là, on peut capter autant de gigatonnes ou autant de tonnes de carbone. Et cela vous donne le droit de mettre cette capacité-là sur le marché pour avoir un paiement. Et donc, le travail que le ministère est en train de faire, c'est présentement organiser, structurer cette autorité de régulation des marchés carbone, de sorte que les pays puissent tirer le maximum de ressources à partir de ces marchés carbone qui se développent par ailleurs à grande vitesse. Et donc nous voulons vraiment qu'on ne reste pas en retard, parce qu'aujourd'hui, les gens qui traînent les pieds, on les piétine, n'est-ce pas? Si vous traînez les pieds, on vous piétine. Et donc nous voulons, à travers cette vision
du président de la République, organiser ce secteur de sorte qu'on tire le maximum des ressources à partir de là. Et je peux vous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, si nous organisons bien ce secteur comme nous sommes en train de le faire, avec l'appui du président de la République et de la première ministre, la République est capable de générer des ressources qui lui permettra de se construire son développement. Et aider surtout aussi les communautés rurales à tirer les bénéfices, parce que c'est eux qui sont des gardiens de ces forêts-là, à tirer profit de ces ressources. Voilà, merci. On va prendre la question de Dominique Mukenza et puis ce sera Célestin Zuela. Merci pour la parole, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Je m'adresse à madame la ministre de l'Environnement. Madame, on a l'impression que vous mettez plus l'accent sur les forêts, mais sans trop prendre en compte d'autres secteurs de l'environnement, notamment l'assainissement. Pourtant, les grandes villes de notre pays, en commençant par la capitale, sont confrontées à un sérieux problème d'assainissement. Quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour gérer ces domaines? C'est une question vague, hein? La question de l'assainissement n'est pas d'abord, en tout cas pour les villes, n'est pas d'abord de la compétence de la ministre de l'Environnement, mais là évidemment de réponses qu'elle pourra donner à ces sujets. Je crois qu'un jour on aura le gouverneur ici pour qu'on soit en mesure de discuter de cette problématique qui est cruciale pour la ville de Kinshasa. Allez-y Madame la ministre. Oui, Excellence. Oui, Monsieur le journaliste Dominique, la question est capitale parce que nous-mêmes, je crois que tous nous sommes gênés un peu de notre environnement. Mais comme l'a dit mon collègue, les ministères s'occupent plus des aspects des politiques que des aspects de réalisation. Mais fort de cette réalité que nous vivons au quotidien, lorsque je suis arrivée au ministère, j'ai travaillé avec des experts. Il y a des profs qui sont spécialistes en assainissement. J'ai dit pour la première fois, je vais avec ces compétences doter les pays d'un programme décentralisé de l'assainissement. Et nous avons conçu ce programme-là, mais c'est un programme que je ne peux pas dévoiler ici parce qu'après la conception, je suis obligée de travailler avec le ministère du Plan qui a en son sein le Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement parce qu'il a des activités transversales liées à l'assainissement. Et puis nous aurons des discussions, j'ai déjà commencé des discussions avec les collègues du Plan, nous aurons des discussions avec l'hôtel de ville parce que je pense qu'il est temps de changer la manière de faire. Au lieu de tout centraliser, il faut utiliser la décentralisation, c'est-à-dire les communes, les quartiers, les mettre en mouvement pour que chacun s'occupe de son espace pour l'assainir. Et les idées sont là que nous allons mettre à la disposition de sorte que chacun joue son rôle et que nous retrouvons un milieu sain et propre. Mais je crois que c'est une très bonne stratégie. Je ne suis pas sûr que je serai peut-être associé à ces discussions directement, mais pour ce qui concerne la communication, on va s'impliquer parce que dans l'assainissement, chacun de nous a sa responsabilité. Oui. Comment vous évacuez vos déchets? Lorsque vous terminez de boire votre bouteille d'eau, où est-ce que vous la jetez? Parce que ces bouteilles sont inoxydables. Ça veut dire que les bouteilles peuvent rester 100 ans, 200 ans. Et toute la problématique qu'on a aujourd'hui, vous avez vu comment le gouvernement s'est mobilisé, notamment pour le curage de caniveaux, et c'est essentiellement les déchets plastiques. Et donc, tel que vous le dites, je pense qu'il y a une dynamique de responsabilisation qui doit partir, même pas des quartiers, mais des maisons, de la maison. On sort dans la rue, on prend le quartier, on prend la commune, et puis jusqu'au plus grand échelon. Comme ça, on est sûr que chacun de nous comprend que j'ai une responsabilité dans ma manière d'évacuer les déchets autour de moi.
Je pense que, Madame la Ministre, c'est une très bonne initiative et vous pourrez évidemment compter sur nous et nous mobiliserons les médias quant à ceux pour être sûr que l'accompagnement nécessaire est accordé. Monsieur Célestin Zuela, allez-y pour vos questions. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. J'ai des questions adressées à Madame la Ministre. La République démocratique du Congo compte environ 155 millions d'hectares de forêts, ce qui représente 10% des forêts mondiales et 77% des forêts africaines. Ce massif forestier est qualifié de deuxième poumon de la Terre. À l'approche de la COP 30, concrètement, comment votre ministère compte s'y prendre pour rentabiliser toute cette richesse à l'issue de ces assises en faveur de la population congolaise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la République démocratique du Congo a participé à la COP 29. Lors de ces assises, la Première ministre avait appelé la délégation congolaise de faire entendre la voix du pays afin d'obtenir la compensation financière équitable pour les crédits carbone. Jusqu'aujourd'hui, quelles en sont les retombées de ces assises? Merci, messieurs les journalistes. À l'approche de la COP, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà à Addis Abeba, à la semaine africaine des forêts, nous avons fait un plaidoyer pour une justice climatique. Nous avons démontré aux partenaires qui étaient là que l'Afrique, particulièrement la RDC, offre beaucoup à l'humanité, mais en retour, elle ne reçoit pas les dividendes. Et donc, il fallait travailler sérieusement avec des partenaires en bilatéral. Et aujourd'hui, ça commence, la mayonnaise commence à prendre. Parce que le même discours, nous l'avons tenu dernièrement à New York et encore à Brasilia, parce que je reviens de là la semaine dernière. Et notre discours, c'est qu'on applique la justice climatique, c'est-à-dire les financements qu'on promet pour l'adaptation, pour la résilience, qu'on puisse rétribuer à la RDC ce qui lui est dû. Et aussi, nous travaillons sur la nécessité pour les partenaires stratégiques d'impliquer la RDC dans la gouvernance de tous les instruments financiers pour le financement du climat. Donc c'est très important d'être à la table où on décide, parce que nous n'y sommes pas. Et dernièrement à New York, les partenaires stratégiques ont noté de répondre positivement à la demande de la RDC. C'est déjà des avancées. Et nous allons approfondir ce plaidoyer au niveau de la COP 30 pour obtenir le maximum de retours sur le financement climat. Ce n'est que justice et équité. Donc, nous travaillons sur ça. Maintenant, à la COP 29, on a fait le même discours. On a eu des avancées. Cette fois-ci, on va approfondir ou accentuer ces plaidoyers-là. Et je suis en train de voir que ça va porter vraiment les résultats. Voilà, merci Madame la Ministre. Il y a quand même, notre ami a parlé de 155 millions d'hectares de forêt, mais on parle souvent de tourbières. Alors, il y a certains analystes qui disent que la forêt de la République ou les forêts de la RDC ont quand même une plus grande capacité d'absorption par rapport même à l'Amazonie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces propos en tant que spécialiste? Et lorsqu'on parle de tourbières, de quoi disposons-nous en termes de réserves? Et qu'est-ce que cela représente dans tout ce travail que notre nature fait en termes de préservation de l'humanité par l'absorption des gaz à effet de serre? Les tourbières apportent un plus grand résultat par rapport aux forêts en matière de séquestration de carbone. Les tourbières, à elles seules, captent 4 fois ce que les forêts pouvaient capter. Donc c'est très important de souligner cela. Mais, madame, les tourbières, c'est quoi?
pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Les tourbières, c'est des espaces naturels qui ont accumulé la biomasse. La biomasse, c'est les feuilles des arbres qui tombent pendant des millénaires. Et qui s'enfuient dans les sols, qui accumulés pendant des années et qui restent intactes parce que bon, dans certaines forêts, les feuilles tombent, les feuilles mortes tombent et puis ça se transforme en forêt. Ça se transforme en terre. Avec le temps, ça se transforme en terre. C'est ça qui fait que les terres de la forêt sont plus riches pour l'agriculture que les autres terres. Mais ici, la spécificité des tourbières, c'est le fait que les feuilles tombent, mais au lieu de se transformer en terre, ça s'accumule. Ça s'accumule en biomasse et ça produit la possibilité de séquestrer le carbone. Je dois vous dire que c'est des études scientifiques qui l'ont prouvé. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas que je les déclare comme littérature, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement que les tourbières captent 4 fois les gaz que la forêt. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense qu'il nous faut une journée d'échange sur les questions environnementales. On va travailler avec votre équipe pour voir comment les journalistes peuvent être briefés sur, au moins nous tous, vous êtes des journalistes de la République démocratique du Congo, on doit avoir un lexique, connaître les expressions tourbière, biomasse, parce que cet exercice, il est aussi pédagogique pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison de se familiariser avec ces expressions, parce que dans les processus climatiques que nous connaissons actuellement, chacun de nous a sa responsabilité. On va prendre la dernière série des questions. On va commencer par Madame Gino Rehema. S'il vous plaît, une question, comme ça on prendra les questions des autres. Après, ce sera Monsieur Eric Izami, Touvert, Didier Kebongo et on terminera par Jean-Marie Camon. Merci beaucoup, Messieurs les ministres, pour la parole m'accorder. La question, vous avez parlé tout à l'heure de la COP30, qui est aussi considérée la COP forestière en raison du pays qui l'organise, le Brésil. Alors, je voulais savoir, parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous allez chercher à obtenir le maximum pour la compensation des forêts congolaises. Comment alors la RDC compte faire entendre sa voix et capitaliser l'aspect financement ensemble avec le Brésil? Et puis, on parle aussi de paiement pour services environnementaux, qui est différent au fait du marché carbone. Mais dites-nous si ce paiement est-il déjà opérationnel en République démocratique du Congo et aussi quand sera-t-il exactement à la COP30? L'autre question, que dire... Excusez-moi. Que dire du processus RED+, qui vient d'être critiqué par Rainforest Foundation, et aussi quelle est la situation que vous avez trouvée au FFN et à quand la réhabilitation? 5 questions pour vous-même, alors les autres journalistes ne devraient plus en poser. Madame, allez-y s'il vous plaît. Oui, les compensations, nous en avons besoin et c'est un droit. Ce n'est pas que nous commandons, c'est vraiment un droit, parce que ce que nous offrons au monde mérite d'être récompensé. Alors, à la COP, nous avons mis en place plusieurs stratégies. La première, c'est vendre nos programmes. Le couloir vert Kivu-Kinshasa, c'est un programme innovant que le monde n'a jamais connu. Donc, vendre ce programme, entre guillemets, vendre, parce que nous allons expliquer les programmes et attirer les partenaires qui peuvent les financer. Attirer les partenaires aussi qui peuvent travailler dans l'économie verte de cet espace. Ça, c'est la première chose, pour
les couloirs verts, mais en même temps, si nous avons conçu le programme La forêt c'est nous, c'est dans le but d'aller capter aussi les fonds. À travers le monde, ceux qui recherchent le financement le savent. Vous ne pouvez pas aller seulement avec les discours. Ça ne marche pas. Les discours doivent s'accompagner des outils de mobilisation de fonds. Parce que ce sont ces outils-là qui attirent l'argent. Vous pouvez parler, oui c'est bien, nous devons parler. Mais à côté de ça, nous devons avoir des instruments pour aller attirer l'argent. Et nous avons, pour la première fois, on va aller avec les deux outils-là pour aller capter l'argent. Au-delà de ça, nous avons l'AREMCA qui sera à la COP. L'AREMCA de son côté va expliquer comment il compte réguler les marchés carbone en RDC. Tout le monde court pour avoir le carbone, la séquestration de la RDC parce que c'est la meilleure. Elle est de très bonne qualité. Et donc, il va expliquer tout ça de manière à attirer aussi les acheteurs du crédit carbone de la RDC. Ça, c'est le rôle de l'AREMK. De sorte que, après la COP, il ramènera au pays des partenaires qui pourront se procurer ces ressources-là, que le monde recherche. Il y avait la question sur les critiques sur le RED+. Le processus RED+, il est très important de savoir que RED+, a commencé vers les années 90. Chaque concept à travers le monde arrive à l'apogée. C'est comme ça que les paradigmes changent. À un moment donné, les gens se disent c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis après, ils montrent les limites du concept et puis ils pensent à autre chose. Le monde évolue comme ça. Alors, en ce qui concerne RED+, au Congo, il a fait le travail. Il a réalisé des résultats. Mais en même temps, nous devons savoir qu'il y a la possibilité de l'accompagner des autres instruments pour aller capter les financements. On peut critiquer comme on veut, mais il faut d'abord reconnaître le travail qui a été fait, les résultats qu'on a atteints. Donc, il est temps maintenant de renforcer ce programme parce que RED+, c'est réduction des effets de la déforestation et de la dégradation des forêts. C'est ça RED+. Maintenant, aujourd'hui, on est à l'ère du marché carbone. Il est très important de mettre des outils pour que nous maintenions notre place de leader, parce que les ressources forestières peuvent se terminer. Quand on n'entretient pas bien la forêt, elle se transforme en savane. On en a vu dans beaucoup de coins. L'exemple, c'est le Mayombe ici. C'était une grande forêt. Aujourd'hui, quand vous allez, on vous montre la brousse, que tout ça était la forêt. Donc, nous avons tout intérêt à travailler pour préserver d'abord cette ressource-là, entretenir cette ressource-là, de sorte que nous restions leaders, de sorte que nous et les générations futures puissent bénéficier de ces ressources. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a un travail que nous devons faire, nous, en tant que nationaux. Il y a aussi un travail que nous devons demander aux autres qui polluent le monde de venir apporter le financement pour qu'on avance. Pour FFN, je suis arrivée il y a 2 mois. La première chose, c'était de faire l'état des lieux. J'ai fait l'état des lieux, j'ai les rapports. Ces rapports-là, je les confiés aux juristes. Parce que nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas que, même si hier, il s'est commis des erreurs, qu'on continue à commettre des erreurs. Donc, les juristes sont en train d'analyser les cas de ceux qui sont suspendus pour voir quelle a été leur part de responsabilité. Et à la fin,
je transmettrai les rapports à la chef du gouvernement, Madame Judith Soumino Toulouka. Donc c'est à elle, à l'issue de ce processus, de prendre la décision. Je sais qu'elle aussi, à son tour, va consulter le président de la République parce que c'est lui qui signe les ordonnances. Donc c'est de cette manière-là que nous allons procéder. Merci. Voilà, monsieur Gino Tabou. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. J'espère que vous n'en avez qu'une, que vous n'allez pas enchaîner. J'ai une question adressée à madame le ministre autour du couloir vert Kivu-Kinshasa. Il s'observe un certain remous au sein de la société civile environnementale dans le cadre de la conduite de la politique de la mise en marche de ces couloirs écologiques verts. Est-ce que durant la semaine qui va s'ouvrir, vous avez le temps d'écouter toutes ces parties prenantes, parce que vous avez dit qu'elle doit impliquer toutes les différentes forces. Peut-être, monsieur le ministre, le Virunga constitue aujourd'hui un de fer de lance dans la résolution des conflits à l'Est. Est-ce que pendant ces plaidoyers vers la COP, où le monde entier sera là, vous allez évoquer la question du Virunga qui est aujourd'hui menacé par l'envahissement? Merci. Madame la ministre. Le couloir vert et la conduite de la politique, je crois que lorsque j'ai parlé ici de la semaine, la première semaine du climat de la RDC, j'ai parlé de la participation, du dialogue, de la concertation entre les acteurs, entre les parties prenantes. Et ce forum va réunir les provinciaux, comme c'est la première semaine, on a invité tous les 26 ministres provinciaux. Nous sommes passés par le ministère, par le VPM intérieur, nous lui avons adressé l'invitation, lui nous a relayé les messages par télégramme et aujourd'hui, tous les ministres provinciaux sont saisis. Nous avons également invité la société civile. Je sais qu'elle est plurielle, mais il y a quand même des organisations qui représentent cette société civile. Il y a les organisations des femmes, les organisations des jeunes, il y a les privés qui sont très impliqués dans les domaines de l'environnement et nous allons avoir un cadre multi-acteurs. Ça va être un cadre qui va discuter de tout. Bien sûr que l'État est court, mais en tout cas, nous allons aborder tous les sujets. Vous allez, vous les journalistes, voir l'agenda que nous avons établi. Il n'y a pas de questions taboues. Nous allons avoir les moments de manière méthodique, organisée, avoir les moments de discuter de toutes les questions qui dérangent. Lorsque j'ai lancé dernièrement le forum de la société civile sur le couloir vert, j'ai bien dit à la société civile que vous êtes des acteurs majeurs dans ce programme. Et j'ai défini les rôles de la société civile. La société civile doit savoir qu'elle ne peut jamais remplacer l'État. Mais c'est un partenaire de l'État. Donc, il est important de noter que pour certaines questions, en tant que patriotes, nous laissions la place à l'État de définir les politiques. Et l'État implique les autres acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de développement seulement par l'implication de l'État seul. Non, les théories aussi ont évolué. Donc, les privés, la société civile est impliquée déjà dans ces programmes-là. Et vous allez vivre la semaine du climat, vous allez vous-même vous rendre compte de comment la société civile est impliquée. Nous avons même fait venir les représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Donc nous serons ensemble. Je sais que ça fait longtemps
que vous travaillez, vous particulièrement, parce que je vous connais, lorsque j'ai coordonné les forêts modèles, vous étiez les journalistes de cette organisation-là qui est accompagnée par les Canadiens. Et donc, nous savons tous qu'on ne peut pas traiter des forêts seules. Mais il est important, et j'insiste sur ça, il faut laisser l'État prendre le leadership des questions fondamentales. Donc la société civile vient en appui. Et je suis d'accord qu'on doit les impliquer. Et ils sont impliqués. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. Bon, sur la question que vous avez soulevée sur Virunga, je pense que ça fait l'objet du premier livre blanc que nous avions sorti lorsque nous étions engagés justement sur le front médiatique par rapport à cette guerre injuste dans l'Est. C'est que Virunga, c'est même les sanctuaires de la guerre. Comment on peut imaginer qu'un patrimoine mondial protégé de l'humanité soit l'épicentre de cette guerre? Très peu en parlent, mais nous en parlons. Je pense qu'on a eu même l'occasion d'en parler avec Nemrod qui faisait le travail de l'entretien du parc, un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, si on doit évaluer les préjudices subis du fait des agissements du Rwanda et de ses supplétifs, ça va dépasser les 100 millions de dollars. N'oubliez pas que la ministre, elle a dit ici que les arbres ou que cet écosystème, c'est comme des êtres humains. N'oubliez pas que dans les Virunga, nous avons nos gorilles, et que les gorilles, comme des humains, lorsqu'il y a crépitement des balles, ils se déplacent, parce que c'est les mêmes massifs. Et donc, de l'autre côté, c'est bien de maintenir cette partie de notre parc dans une forme d'instabilité chronique pour qu'on tire les dividendes de l'autre côté du fait du déplacement de certains de nos gorilles, parce qu'ils évoluent dans les mêmes environnements. Et donc, ça, c'est une question qui figure bien en place de toutes les discussions, de toutes les interactions que l'on a, parce que c'est un patrimoine protégé de l'humanité et qu'il doit y avoir de manière permanente une attention particulière, et qu'au terme de tout ceci, il y a un vrai travail qui doit être refait pour être sûr que les écosystèmes sont préservés. Il y a des activités économiques qui s'est développées autour et qui doivent être restaurées, parce que c'est aussi de l'emploi pour nos populations de cette partie du pays. On va prendre la question de monsieur Jean-Marie Camon. Si vous permettez, je voudrais placer un mot, c'est très important. Je vous en prie. Lorsque nous sommes intervenus à Addis Abeba, à New York, au Brésil, la semaine dernière, nous avons insisté sur la perte de biodiversité due au déplacement des populations, et nous avons qualifié ça de génocide. Et nous avons tenu le langage clair. Il y a même des partenaires qui étaient venus nous féliciter à la fin pour dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Vous voulez qu'on protège la biodiversité, mais vous laissez la RDC se battre seule dans ces conflits du siècle, qui a fait des millions, des dizaines de millions de morts, et aujourd'hui, ça tue l'environnement. Ça tue la biodiversité. Si réellement vous tenez à la biodiversité, parce qu'il y a toute une convention qui a été signée par toutes les nations, il est temps que vous puissiez vous impliquer pour que les déplacements des populations s'arrêtent. Et ces déplacements ne peuvent s'arrêter qu'avec l'arrêt de la guerre. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces compléments cruciaux. Monsieur Cambo, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ma question est simple. Quelle est votre politique par rapport à la gouvernance participative du secteur de l'environnement? La question sur la gouvernance. Quelle est la politique gouvernance participative? Voilà, du secteur de l'environnement. Je crois que Madame a plus ou moins répondu à la question. Oui. C'est pourquoi on va faire la semaine congolaise du climat, oui. Parce qu'il faut être sûr qu'avec toutes les parties prenantes, nous discutons, notamment on harmonise sur les grandes questions de comment ceux qui viennent pour la RDC vont se comporter dans les différents débats qu'il y aura autour de la COP23. Je pense aussi que c'est ce qu'elle a abordé tout à l'heure avec Touvert,
en répondant sur l'implication de la société civile dans les discussions, notamment dans la compréhension du projet du couloir vers Kivu-Kinshasa. Je pense que c'est bien ça, madame. C'est bien ça, mais pour vous compléter et pour lui montrer concrètement, nous sommes en train de travailler sur les réformes au niveau du ministère, et il y a la politique forestière qui est en train d'être élaborée. Dans les processus, tous les acteurs sont impliqués. Tous les acteurs. Et dernièrement, nous avons envoyé des missions en province pour aller consulter les acteurs par province, de sorte que la politique forestière qui sortira soit un document inclusif. Donc nous y travaillons. C'est la même chose avec la révision du code forestier. Lorsqu'on a mis en place le code forestier, normalement la politique devait précéder les codes. Mais dans le contexte de 2002, on a élaboré rapidement les codes. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur la révision du code forestier. Toujours de manière participative. On ne laisse personne de côté parce que l'environnement nous touche tous. Voilà. Et si nous y prenons conscience, nous allons améliorer notre cadre de vie. Merci beaucoup. Merci. On va avoir les dernières questions. Allez-y, monsieur. Oui, merci, monsieur le ministre. Monsieur Didier Kebongo, voilà. Madame la ministre, il y a 2 mois que vous êtes là, mais nous avons l'impression que vous avez choisi de plus travailler à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. On vous a suivi à Addis, à New York, Brasilia et bientôt à Belém, encore au Brésil. Et pourtant, les plus grands défis environnementaux sont ici. Pourquoi ce choix? Écoutez, avant que la ministre ne réponde, il faut savoir qu'aujourd'hui on parle de diplomatie climatique et que le travail de la ministre de l'Environnement ne se résumerait pas qu'à travailler ici, encore que la ministre, elle ne travaille pas seule. Il y a plusieurs directions qui travaillent au sein du ministère et que dans la stratégie qui est la nôtre, c'est pour ça qu'on a introduit les vocables nouvelle économie du climat. C'est pour ça que je plaide pour que nous ayons tous un lexique qui nous permette de comprendre tous ces concepts. Je crois qu'il y a un volet extérieur. De l'extérieur où elle parle de choses qui sont de l'intérieur. Elle est spécialisée dans les domaines et donc il y a un mélange. Madame, peut-être que vous pouvez donner des éléments de précision pour édifier notre ami Didier Kebongo. Je voudrais dire au journaliste Didier que les questions environnementales sont des questions mondiales. Et il y a des rendez-vous qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas rater un rendez-vous parce que la chaise vide ne paye pas. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis arrivée il y a 2 mois, mais il fallait très vite travailler sur les éléments de présentation dans ces grands forums qui étaient déjà fixés avant même que je n'arrive. Il fallait que nous rendions. Et là, d'ailleurs, après la semaine du climat, nous irons à Belém, au Brésil, pour la COP elle-même. Et donc, au retour, lorsque nous allons rentrer, le fait que nous avons élaboré un programme, ce programme-là ne va pas s'appliquer à l'extérieur de la RDC. C'est déjà un grand travail que nous avons fait. Le fait que le président a initié le programme Couloir Vert Kivu-Kinshasa, c'est déjà une façon de se dire, ici en interne, qu'est-ce que nous faisons pour être efficaces à l'extérieur? Si nous ne travaillons pas à l'intérieur, à l'extérieur, nous ne serons pas efficaces. Les gens nous redoutent aujourd'hui parce que nous avons ces ressources-là. Les jours que nous allons les perdre, mais c'est pourquoi nous travaillons sérieusement sur ça. Au retour, nous allons effectuer des missions pour aller voir comment, avec les ingénieurs forestiers, nous allons régler chacune des questions tour à tour. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. Alors, dernière question, Monsieur Eric Izami. Merci de la parole, Monsieur le Ministre. Je commence par vous poser à vous, porte-parole du gouvernement, des questions.
Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel ils ont affirmé que Kinshasa, nous, République démocratique du Congo, nous avions volé les accords de Doha. Qu'est-ce que vous dites, vous, Kinshasa? Deuxièmement, il est projeté demain une marche ici à Kinshasa comme pour dénoncer la balkanisation de la République démocratique du Congo et plus tard, le 1er novembre, sur Bruxelles, en Belgique, pour la même cause. Comment est-ce que vous, gouvernement de la République démocratique du Congo, comptez-vous vous y prendre pour aider nos frères et sœurs qui vont participer à ces différentes manifestations? D'abord, je crois que... S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé. Excusez-moi, monsieur le ministre. Allez-y. Nous avions tous Ce sera la troisième question. Oui, oui. Nous avions tous vu comment est-ce qu'il y a eu l'embellie de francs congolais Mwanampo par rapport à celui qu'on a appelé autrefois le roi dollar. Mais comment est-ce que vous, le gouvernement, vous comptez préserver le pouvoir d'achat des Congolais? Alors, pour rentrer dans le rayon, madame la ministre, je crois que... S'il vous plaît, je termine par là. Non, vous avez terminé, s'il vous plaît. Je crois que vous avez terminé, monsieur Isami, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Ensuite, vous posez la question sur le franc congolais. Alors, d'abord ici, je voudrais, avant que je ne m'étende, demander à l'équipe technique s'ils peuvent nous diffuser les comptes rendus qui a été fait hier par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, au terme d'une réunion de conjoncture économique spéciale tenue autour du président de la République. Nous avons examiné la situation récente, et nous avons également levé un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique dans une réunion qui va se tenir vendredi, de manière à ce que les baisses de prix que l'on observe sur le marché et qui sont effectives soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais pour que les Congolais sentent qu'il y a une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat.
Voilà, comme vous l'avez suivi, vous savez tous que dans les 6 engagements du président de la République, l'un des premiers engagements était l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Vous avez vu, depuis l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa, nous avons maintenu le taux d'échange. Et maintenant, parce que ce sont des questions qui sont liées, il faut regarder, l'objectif n'était pas simplement la stabilité du taux de change ou du cadrage macroéconomique de manière générale. L'objectif pour nous était de nous assurer d'améliorer le pouvoir d'achat. Et améliorer le pouvoir d'achat signifie qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment avec le gouverneur de la Banque centrale, qui fait qu'il y a appréciation de la monnaie, mais l'appréciation de la monnaie pour les Congolais ne peut véritablement valoir que si nous remarquons que les prix baissent sur le terrain. Et dans ce que nous avons suivi ces derniers jours, les prix ont commencé à baisser. Alors ici, c'est l'invitation qui est faite à tout le monde. Parce que les efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement, vous avez vu que c'est une réunion qui s'est tenue au plus haut sommet, donc avec le président de la République lui-même, c'est de nous assurer qu'à la fois nous améliorons notre monnaie nationale. N'oubliez pas qu'il y a un objectif de dédollarisation, mais qui ne sera pas, c'est un objectif qu'on n'atteindra pas en un mois, c'est un processus. Il faut que les Congolais fassent davantage confiance en leur monnaie, mais il faut surtout que ceux qui vendent les produits au quotidien pratiquent les prix justes. En tout cas, il y a au niveau du gouvernement, j'étais en séance de travail aujourd'hui avec le ministre, le VPM ministre de l'économie, pour voir dans quelle mesure on va s'assurer que de notre part, que toutes les bonnes informations sont données, notamment autour du taux d'échange, mais aussi autour de l'évolution de prix. C'est ici l'occasion de vous inviter, vous les médias, parce que ce que nous disons ici concerne chacun des Congolais où il se trouve. Il y a des efforts qui ont été faits. Je pense que depuis que la première Judith Suminwa est là, on a connu deux fois la baisse du prix du carburant, mais on a vu que les prix du transport n'a peut-être pas suivi. Donc il y a une discussion qui doit être faite avec tous les acteurs pour qu'on s'assure que cette embellie de la monnaie nationale permette véritablement aux Congolais d'améliorer leur pouvoir d'achat. C'est cela la quête du président de la République, et c'est dans ça que nous travaillons, et nous espérons que les médias vont aussi s'impliquer dans le rôle qui est les vôtres pour vous assurer que les bonnes informations sont données et qu'on fasse une trêve de spéculation, mais surtout qu'on dénonce ceux qui n'appliquent pas les prix justes, parce que du fait justement de l'appréciation de la monnaie, cela doit avoir une influence sur les prix au niveau du marché. Voilà, on va prendre la dernière question en lingala de M. Thierry Landou et on va terminer. Merci, Excellence. Nengo Pessingaï parole. Yaliboso, Motune Zepa, maman ministre. Lelo, Kinshasa, Sotobi Kinshasa, Bandundu et puis Bas Congo, chaleur et l'équimakasi. Les alliés du, il y a déboisement l'équimakasi. Tomituni, Nengo Bandoko Baro Kataka, Banzete, Kosala Makala. Bazwaka, Ndingi, c'est pas Nabino, tout Basala Rango. Personnellement, impact nango lelo chaleur za na ville à Kinshasa, na Bandundu, na Bas Congo ya Rosaranate. Politique na yo ezani ni pour que aussi c'est le corona. Yami balé question pas ya excellence ministre de la communication, likambu ya dollar, likamba pouvoir d'achat au tikol bango dans le poteau réunion za ki le bina mokonzi, mais là on to remarqué Moutou na moutou, azar au chat dollar na prix na yi. Koto na to na epito. Koto 22 500, 22 75, 23. Au côté supermarché, pour na bas changer, il faut somba biloko et belé. Depuis 48 heures, la station bazoteka difficilement. Et puis il faut à la mine na franc congolais. Les lots. Et le gouvernement a connu qu'au sala, tout au vandela pour qu'on s'il ça, il y a pouvoir d'achat qu'on dérange. Kalato baki dollar ce qui est kiti, il faut l'équivalent il y a 1 litre. Mais dollar 1 litre, le carburant kiti n'a 26 et quelques, donc dollar est à 22 points et quelques. Donc il y a vraiment des ordres dans ces secteurs là. Population le baki tout na yo to monyo na koyano la kalate. Maman Marie Nyange ozana motuna moko na lingala. Oui, merci monsieur Thierry Landou
pona mutuna na yo. Oui, effectivement, Kinshasa, na nzinga ya baville, na biso mulunge ezomata. Ezali komata principalement du fait il y a déboisement, c'est-à-dire bakati banzete nzinga ya Kinshasa nyonso. Banzete ya plateau ya bateke. Banzete ya Kasangulu, ok même timba mbanzangungu kuna ezaki ko aider na ko réguler ko kitisa mulunge ezaki pe ko permettre que mbula no kaka parce que mbula ezalaka pe lié na présence ya banzete. Alors esali que lokola toza mboka ezana na mwa kokoso na makambo etali énergie courant oyo ezali ya SNEL ezali muke par rapport na ba besoin na biso ezo sala ke poto compléter ba besoin na biso na makambo etali énergie tozali obligé ya kokata banzete pona kosala makala pona kosala koni yango pe ezali kosala ke bambula ebele ba décennie ebele batu batikaki batu bakata banzete sans kolona. Avantage ya nzete ezali ke soki ozali kokata en même temps oza kolona Zambe esila te. Mais biso tozo kata tozo lona te. Zambe esili ba conséquence nango mulunge o tozali nango kosangisa pe na déjà changement climatique o ezali ko frapper mokili mobimba. Donc solution nango ezali mokonzi ya mboka alobi azali ko travailler sur Inga 3. Inga 3 ezali projet ya munene oyo mokonzi ya mboka azali ko travailler pour soki tozui Inga 3 na banda kuna biso tokozongisa ba réchaud na place ya bambabula. Donc toko épargner zamba. Mais à court terme, à court et moyen terme, donc on a mikolo ezali koya na o ezali koya kuna ministère d'Abisso na cadre ya programme il y a la forêt c'est nous à prévoir reboisement tout autour ya Kinshasa kozongisa zamba tout autour ya Kinshasa pe na ba bisika o lobi Bandundu Congo central toko sala musala na bilenge oyo bayekola classe ya nzete. Donc bayekola ndenge nini ko lona nzete, ndenge nini ko bokola nguti yekola, ndenge nini ko soigner yango soki ebeli. Donc ba jeune wana on a lobi 900 wana. Na cadre pe ya programme o président alobaki ya ko créer ba emploi vert. Et ko salama déjà na cadre ya kozongisa zamba tout autour ya Kinshasa pe tout autour ya ba grande ville. Bisika nyonso bamboka totambolaka. Okomona ta eza mwa mboka moke batongi bandaku na ndenge ake bazamba ezala entre ba quartier pour permettre ville et pema. Ville et pema ka à travers banzete. Donc tozali na programme wana toko sala donc d'une part kolona banzete, d'autre part président azali na programme oya munene oyake soki Inga 3 et bandi musala nango en tout cas na ville ya Kinshasa batu bakobosa na mbabula et bazamba na biso ekozala épargné. Voilà, na motuna oyotuni moko na moko azana responsabilité na ye. L'air omoni ke bazo kata nzete bo kipe koyokana. Sur omoni mutazo kata nzete bo lukipe bokuna. Ndebongo to kobatela parce que maram to bandai ko loba izape kaneti makambo assainissement kobatela environnement kobatela nature na biso. Alors na motuna oyotuni ozongeli motuna franc congolais. Est-ce que kozala na franc congolais na RDC Zamabe? Parce que moni biso awa to mesani mingi na dollar. Mais là mokonza mboka to bandolo ba makambo de dollarisation la kisi nini. Atato uki kozala na dollar mbongo ba paya comme unité de référence. Mais mbongo il faut tozala na yango da ba poche na biso na esengo ya kosala lango l'air tozo kende bazando ba wenze. Et ça franc congolais. Tozo lo ba biso nyoso toza ba patriote. Donc lelo
mbongo na biso ekomi kozongela motuya nazomona bato mosusu bazosilika ndenge nini ekomi boye ndenge nini ekomi boye mais biso yango bomoni ke président de la République ye moko alobaka ngo déjà depuis 2023 leur campagne ezosala malobaka tokosala tokoaméliorer na lopoto tolwaka pouvoir d'achat elakisi nini libenga ya congolais ezala na makoki na moki azozwa azala na makoki ya kosomba lipa ya kolia na midi ya kolia pe na pokwa yango musala wane bandi ezosalama en coordination bozui banque centrale bozui ministère à budget finance économie pour économie nelandelaka bapri bazosangana po basangisa mayele batala ndenge nini bakomaîtriser situation mais omoni entre bamesure oyo ezwami na application nango baspéculateur bakotaka na kati nde bao bakotaka ngai to nange eza 18 ngai to nange eza 19 kasi mikolo nyonso banque centrale akomunikaka to yango bino bapandisango nyonso toza na bino na briefing à partir ya lobi na tongo on va s'assurer que communication sur les taux ya banque centrale bino pe bozalaka na esengo ya kopartager yango au moins congolais nyonso akoyeba taux ya lelo yango yo mutu moko asala ngai ya mado nga tonton Thierry to na ngai yango yo non il faut pas esala mandenge wana tolanda to officiel wana ya liboso ya mibale makambo etali bapris sur le marché dollar ekiti bapris faut ekita mais bato mosusu mpe l'air amoni ke dollar emati ekiti olia akitisa bapris akomi otala na est-ce que kuna akitisi kuna akitisi te spéculation est-ce que okoki kozala patriote oboya ke congolais a profité na ambeli de balobaka na lopoto monnaie nationale ekomi nango yango tosololaki lelo na ministre économie na bolandi ya réunion basaki lobi na président de la république pona kotala bino pe bapandisango musala na bino yango bokende na ba marché ko constater au détaillant prix ya détaillant ezani prix ya grossiste ezani prix ya importateur ezani pona kotala soki incidence ya amélioration franc congolais koti na ba prix na bango oyo ba prix na bango eza ba prix juste te bokoki pe ko dénoncer bango comme ça progressivement biso nyonso tozo contribuer pour na ko améliorer quotidien na biso na ba effort au gouvernement zo sala bobo sanate que makambo tali politique monétaire ezaka makambo ya banque centrale mais makambo tali politique économique budgétaire ezaka gouvernement yango ba interaction ane zo sala ma mikolo nyonso mokonza mboka ye moko alandelaki yango lobi et donc il faut kotala ba mesure ndenge ezwami progressivement tokokoma na stabilité tokozala stabiliser na point moko ale s'assurer que ba prix nyonso ekiti alors na makambo etali carburant parce que phénomène où batu ba observa ki lobby batu batala ki yango malamu te ministre Akasia lobby na kanisa ke botala ki communiqué moko lekaki na télévision nationale donc eza na pipeline moko pipeline babenga au numéro 66 ya CEP l'air carburé zaki koya eza na ba individu mo bakendaki kotobola batoboli pipeline wana et ça là qui fuite ya ba carburant yango lobi na pourquoi à la demande ya premier ministre tout ça qui communication moko express au ba congolais bayoka mais je crois que nyonso wana la situation est redevenue à la normale les loso qui bobimi boké na ba station bon constater que bazoteka normalement ceux qui koko sezali bon qui peut kozongela biso poto zongela awa naza ko attirer attention à bato nyonso na makambo etali franc congolais o eza patrimoine ya biso congolais nyonso il faut sepela ndenge ba effort ya gouvernement zo sala ke to ekomi kokita congolais nyonso pe faut comprendre aza moteki soki to ekiti yo pe kiti sa ya yo biso gouvernement toko s'assurer que ba mesure parce que ça tozana on a processus ekomi na suka penzate l'air ekokoma na suka nde marché ko atteindre équilibre nango kasi bino ba pandisango bokende pe na ba terrain bo sala pe o ya bino part toko zonga toko kutana toko bengisa ministre à économie
akoya pe awa tokosala briefing mona epona makambo etali kaka batalo ya biloko na ba marché tokotala ndenge nini to progresser. Je pense que on a été assez clair sur les sujets. Moussa Leza ko continuer, président de la République Yemorazo Landela, mais congolais c'est là, ceux qui francs congolais et gagner valeur. Voilà. Madame la ministre, c'était un peu long, mais c'était important. On parlait de l'environnement qui est un sujet important dans le cas de ces pays solutions. Quels peuvent être vos petits mots pour terminer l'exercice de redevabilité de ce soir? Ici, je voudrais dire un grand merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa qui travaille nuit et jour pour assurer la sécurité du pays sans laquelle nous ne serions pas ici. Je dis un grand merci à vous pour avoir accepté de m'accorder cet espace pour échanger avec les journalistes. Aux journalistes aussi qui ont abandonné leurs tâches aujourd'hui, je voudrais leur dire un grand merci et je voudrais profiter de ces micros pour leur demander d'accompagner les gouvernements dans ces actions et particulièrement le ministère de l'Environnement qui abat un travail très important pour la République. Et je vous invite tous à la première semaine congolaise du climat. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. J'espère qu'après la semaine congolaise du climat, on aura des séminaires, des échanges pour outiller les journalistes, en tout cas ceux qui ne sont pas spécialistes du secteur de l'environnement, pour que nous puissions ne fût-ce que connaître les lexiques des termes qu'il faut, RED+, FFN, biomasse, tourbière, forêt, type de forêt. Comme ça, nous tous, on pourra contribuer dans le cadre du travail que vous faites avec la forêt, c'est nous. Merci à tous de votre attention et on se retrouvera évidemment une prochaine fois. Le cadre de redevabilité, il est le vôtre chaque fois que de besoin. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.